Thierry Cray, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des appels d'offres et vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Appels d'offres, la stratégie gagnante pour les gérer et les remporter. Alors, première question qui vient à l'esprit, et on a beaucoup parlé de Small Business Act à la française, est-ce que véritablement les appels d'offres sont à la portée des PME et des TPE? C'est une très bonne question. Je crois que déjà il faut distinguer deux types d'appels d'offres. L'appel d'offres public, quand on parle d'appel d'offres, souvent on fait référence à celui-ci, absolument, et il y a l'appel d'offres en fait privé. En fait, finalement, les appels d'offres sont beaucoup plus accessibles aux TPE, qu'ils soient dans le public ou privé, qu'on ne le croit. Il y a quand même des limites, il est vrai. Pourquoi? Alors, finalement, si on prend l'appel d'offres complètement public, effectivement, il y a une volonté publique qui est très médiatisée de plus en plus, notamment à travers ce qu'on appelle le Small Business Act, à savoir de favoriser l'accès des appels d'offres publics aux TPE. Alors, il y a beaucoup de discours politiques. Les réalités concrètes aujourd'hui se traduisent notamment dans le Code des marchés publics 2006 par quelques engagements très concrets. L'allotissement, maintenant, est beaucoup plus facile et permet donc plus facilement à une TPE de pouvoir remporter une partie d'un appel d'offres, là où avant, c'était tout ou rien, en gros. Un deuxième exemple très concret qui rend l'appel d'offres public beaucoup plus accessible, ça concerne en fait le référencement. Avant, le référencement, le manque de référencement, ce qui est le cas en général pour une entreprise qui se crée, était une cause sur laquelle l'administration pouvait se baser pour pouvoir en fait ne pas donner un appel d'offres à une entreprise. Donc cette possibilité n'est plus d'actualité. Voilà deux exemples très concrets qui permettent effectivement de montrer qu'au-delà des discours politiques, il commence à avoir effectivement un certain nombre de choses qui rendent les choses plus faciles. Alors maintenant, il est vrai qu'il y a des limites. Quand même. C'est facile d'en avoir connaissance de ces appels d'offres, oui. Alors effectivement, après, il y a une vraie question qui se pose au-delà de cet aspect purement contextuel, c'est finalement comment une entreprise peut faciliter sa manière de gagner les appels d'offres. Et là, effectivement, ce qui est très important, c'est d'être positionné en amont. Se préparer. Exactement. Et là, il y a une statistique qui est très intéressante. Il y a une étude qui montre que finalement, sur tous les appels d'offres confondus, lorsqu'on regarde les critères d'achat des entreprises, il y en a quatre macroscopiques. La notoriété compte pour environ 20%. Et il est vrai que sur la notoriété, les TPE, PME sont quand même désavantagés par rapport aux grandes entreprises. Mais finalement, ce n'est que 20%. Toutes les actions amont, avant la réception de l'appel d'offres, comptent pour environ 30%, 28% précisément. Donc c'est quand même très significatif. La réponse en tant que telle intervient pour en gros 30%. Donc, vous voyez, beaucoup d'entreprises considèrent qu'elles vont faire une bonne proposition technique, commerciales, et finalement vont remporter, ça compte finalement que pour 30%. Les actions après, lorsqu'on peut les faire, la remise d'un appel d'offres compte pour à peu près 20%. Alors, je vous propose de commencer par la préparation. Comment on se prépare? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la préparation relève vraiment d'une stratégie commerciale. Donc, une règle de bon sens, rencontrer ses acheteurs, rencontrer effectivement les personnes impliquées dans l'acte d'achat avant même que l'appel d'offres soit là. C'est ça qui va permettre de contribuer à ces 28%, 30% de gains avant l'appel d'offres. Alors, une fois qu'on l'a rencontré, qu'est-ce qu'on va se dire finalement? Une fois qu'on a identifié le besoin, l'entreprise aura intérêt, l'entreprise qui souhaite postuler, à aider l'acheteur dans sa démarche. Comment on peut l'aider? Par exemple, en suggérant une manière de faire son cahier des charges. Imaginez que l'entreprise ait un avantage compétitif, qu'elle soit les seules à pouvoir intervenir de manière rapide. Alors, elle a intérêt à mettre en avant cet avantage pour que finalement, cette spécification soit reprise par l'acheteur. On pense souvent que l'appel d'offres est pipé. Combien de fois j'entends dire « mes appels d'offres, c'est pipé ». Pourquoi? Parce que finalement, dans le cahier des charges, on va retrouver des spécifications qui sont écrites en se disant sans que ça ait été écrit pour telle entreprise. Non, ça n'a pas été arrangé en général. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une entreprise qui s'est positionnée en amont pour faire valoir un certain nombre d'avantages qui sont de l'intérêt de l'acheteur. Et ça, c'est une manière très concrète de pouvoir influencer le cahier des charges et donc effectivement de pouvoir préparer, j'allais dire, ses chances de gain. Alors préparer, oui, mais j'imagine quand même que le dossier, la réponse est primordiale. Bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a reçu la réponse, l'entreprise souvent a tendance à se focaliser sur la réponse technique. Bien entendu, elle est vitale, sur le prix, bien entendu. Mais là où je constate souvent une progression de marge importante dans la manière de répondre, c'est dans l'argumentation. Et il y a bien une différence entre argument
et argumentaire. En général, on constate un discours ou quelque chose d'écrit. Les commerciaux ont tendance à avoir une argumentation assez simple. On vous offre une proposition de qualité. Trop focalisé sur le prix, peut-être? Soit focalisé sur le prix, ou bien des arguments plutôt assez simples, parce qu'ils n'ont pas de compétences développées. Techniques. Voilà. Les techniciens ont tendance, eux, à ne parler que technique. Et on a souvent ce discours d'un côté ou de l'autre, c'est vrai à l'oral, et à l'écrit, c'est souvent l'un à l'autre, ou ça c'est pauvre. Par exemple, personne ne prouve rien. Et là, quand on veut vraiment bien argumenter, il s'agit d'utiliser des techniques d'argumentation qui ont fait leurs preuves, qui vont permettre vraiment d'appuyer le message. Alors ça, c'est un exemple. Et une fois le dossier alors bouclé et envoyé, est-ce que les jeux sont faits? Alors, il y a deux types d'appels d'offres encore. Hein. Si on parle que de l'appel d'offres public, lorsque le marché est non négocié, effectivement, là, les jeux sont faits. Mais finalement, cette situation ne relève que d'une partie des appels d'offres. On a une situation beaucoup plus concrète, enfin beaucoup plus aussi présente, qui est le marché négocié. Et ça, c'est vrai de beaucoup d'appels d'offres publics, comme des appels d'offres privés. Et là, les jeux ne sont pas faits du tout. Et d'ailleurs, la statistique qu'on évoquait tout à l'heure montre qu'il y a encore à peu près une bonne vingtaine de pourcents à gagner. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire alors finalement? Déjà, premier réflexe, contacter l'entreprise. A-t-elle bien reçu l'offre? C'est souvent un prétexte pour finalement avoir un échange, pour comprendre finalement ce qui a été compris, répondre aux éventuelles objections et mieux solliciter un rendez-vous. Exactement, parce que c'est à l'occasion de ce rendez-vous que l'entreprise aura des chances de faire valoir encore ses avantages, sa différence. Merci beaucoup Thierry Cray. On pourra en savoir plus parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Je vous conseille cet ouvrage, Appel d'offres, la stratégie gagnante pour les gérer et les emporter. Merci beaucoup Thierry Cray. Merci.